Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette quotidienne du 27 novembre 2023. On a une map qui est plutôt foncée, hein. Toutes les cryptos sont majoritairement dans le rouge et je pense que ça saute aux yeux. C'est ça qui est bien avec cet outil, c'est que dès qu'il y a une anomalie un peu comme aujourd'hui, ben on le voit tout de suite. Et clairement, on a l'USTC qui fait x3,5 et on a en fait tout l'écosystème de Luna, Luna classique, etc., qui est en train de pump. On ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être une news, moi en tout cas je l'ai pas vue. Sur Twitter c'est très calme, on n'en parle pas, on en parle que très peu. Mais généralement ce genre de hausse, ce genre de mouvement, ça vient de certaines news quoi. Quand tout un système est impacté. Mais bon, je n'ai pas vu. Mais à part cette anomalie là, on a toutes les cryptos qui sont bien dans le rouge, même dans le top 200, c'est pareil. On a Akash, hop là on va le revoir très rapidement, qui finit nous faire un moins 15%, mais il a beaucoup pump quand même ce mois-ci. Pareil, semaine dernière, il avait pas mal pump. Donc normal qu'il digère un petit peu toute sa hausse. On va pas trop tarder, on va tout de suite passer aux news les plus intéressantes qui sont arrivées récemment. On a ici un doc qui rapporte le commentaire d'un professeur adjoint de chez Columbia qui dit qu'en fait, si tous les fonds traditionnels avaient reçu le même traitement que Binance et le même acharnement, en fait, la grande majorité des PDG, des responsables des fonds traditionnels seraient aussi en prison comme Binance, comme CZ, quoi, en fait. Et ça, je suis plutôt d'accord. Je pense que ce que la SEC a infligé à Binance, c'est assez lourd pour moi. CZ, il s'en est vraiment pris partout, hein, et surtout, ça fait un an qu'ils sont sur son dos. Et en fait, c'est ce que j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, donc je vais pas tout remballer comme ça, mais au bout d'un an, ils ont pour moi rien trouvé. Et là, du jour au lendemain, Binance qui plaide coupable, etc. On comprend pas trop, il arrête de se battre, on a l'impression. Alors que ça fait un an qu'il résiste et que les sociétés ne trouvent rien de très grave. Donc soit c'est ça, et on sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses, ou soit CZ a vraiment fait des choses vraiment pas folles. Et il a tout de suite plaidé coupable, et en fait, ça a vraiment pas trop fuité. Et on sait vraiment pas trop ce qu'il a fait, parce que on parle de blanchiment d'argent, machin, machin. Mais au final, on sait pas concrètement ce qu'il a fait de mal. Pourtant, il a payé une caution de 200 millions de dollars. Il va se taper quelques années en prison, c'est très probable. Binance paye 4 milliards de dollars. Enfin, bref, c'est énormissime les sanctions qui se prend. Voilà. Alors, même si dans la finance traditionnelle, c'est le secteur qui est le plus régulé au monde, merci, encore heureux, après la crise de 2008, etc., j'ai l'impression que la crypto, c'est vraiment il y a une affiche sur notre front de blanchiment d'argent, de terrorisme, etc. Et j'ai un autre exemple qui est arrivé personnellement ce matin. Donc, je sais pas si je l'avais déjà dit tout, mais j'ai récupéré pas mal de liquidités, on va dire, durant ces dernières semaines, que je n'avais pas avant, et je vais toutes les investir en crypto-monnaie, en énorme partie, on va dire 9 euros, enfin 90%, je vais les mettre en crypto. Et ce matin, donc j'ai fait un virement vers Kraken, donc aussi vers Bybit. La semaine dernière, ils m'ont donné plein de justificatifs, etc., etc. J'ai pas été assez réactif, ça n'a pas marché, mais ça c'était plus l'ère de Bybit. Et là, ce matin, du coup, j'ai changé, j'ai voulu faire un virement chez Kraken, et l'IBAN de Kraken a été interdit, on vient de m'appeler pour être bien sûr que c'était moi, etc. Bon, et encore eux, bon, ils ont été préventifs, ça allait, même si l'IBAN a été bloqué, hein. Donc là, après un appel, ils sont en train de me débloquer l'IBAN, donc ça va. Parce que, donc ça, je suis chez LCL. Et alors avant, j'avais déjà fait des virements depuis la BNP Paribas, et carrément la BNP c'était bien pire. Il fallait appeler le directeur de l'agence, il fallait passer 20 minutes avec lui pour vraiment confirmer qu'on était sûr de mettre notre argent en crypto-monnaie. Le mec il disait 40 000 fois que c'était de l'arnaque, qu'il fallait faire attention, que c'était de l'argent sale, etc., etc. Donc bref, vraiment, on a une pancarte sur notre front qui dit vraiment crypto c'est égal, égal l'enfer, quoi. Et du coup, je pense que le traitement de la SEC vers Binance a bien reflété cet état d'esprit. On a aussi des précisions sur l'histoire qui s'était passée chez OpenAI. Donc je vais pas vous la refaire encore une fois, c'était dans ma dernière vidéo, je pense que tout le monde le sait. Il y a eu un peu un feuilleton avec Sam Altman et OpenAI. Aujourd'hui, il est re-PDG de son entreprise en fait. Et on a des sources anonymes, mais au sein de l'entreprise, qui affirment que cette décision de virer Sam Altman du jour au lendemain a été faite à la suite d'une très grande découverte dans l'intelligence artificielle, euh, parce qu'il avait alerté le conseil d'administration qu'il avait découvert
Voilà, une intelligence artificielle qui pouvait menacer l'humanité. Donc truc de dingue. Et le board, il a par la suite décidé de virer Sam Altman dans les 24 heures qui suivaient ça. Et juste avant qu'il soit viré, c'est ça qu'il déclarait avec OpenAI, machin machin. C'est la 4e fois que j'étais présent et que nous avons réussi à repousser encore plus loin le voile pardon, de l'ignorance. Donc apparemment, il a fait une grande découverte qui s'appelle Q-Star. Et c'est une intelligence artificielle qui devrait être très poussée dans les mathématiques et qui devrait avoir énormément d'autonomie. Donc encore plus puissante que ChatGPT, même si c'est pas évidemment pour les mêmes rendus. ChatGPT c'est purement en texte, quoi, ça va. Ça semblerait très dangereux et très turbulent. On a aussi, plus spécialement dans l'écosystème crypto, et c'était important, une sorte de halving sur Cosmos. Donc moi, Cosmos, j'ai une assez grosse ligne, je pense que ça va être 7 ou 8e plus... Ouais, 6 ou 7e plus grosse ligne, pas mal. On a eu un vote de gouvernance qui a été fait par rapport à l'inflation de Cosmos, parce que donc Cosmos c'est un layer 0, et tous les layers 0, ils ont beaucoup d'inflation de par leur mécanisme, c'est comme ça. Ils doivent avoir pas mal d'inflation pour continuer à exister et pour faire tourner la machine. Et on a sur Cosmos un vote qui a visé à réduire l'inflation de beaucoup, passant de 20 à une dizaine de pourcents, il me semble. Et à la base, le vote devait être négatif, et jusqu'au dernier moment, ça a été positif. Et j'ai pas la stat sous les yeux, mais la stat qui est très intéressante, c'est la stat du nombre d'adresses qui ont voté donc pour la réduction de l'inflation, et la comparer au nombre d'adresses qui ont voté contre la réduction de l'inflation. Et on voit qu'il y a une imbalance de fou, c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup plus de personnes qui ont voté pour la réduction de l'inflation, malgré un pourcentage dans le vote extrêmement serré. Donc je pense que je vais vous la retrouver ici. Je vais vous la dire. Voilà, on a 41% d'avis favorables contre 32% de vote contre. Et on va dire 24 heures avant la fin du vote, c'était beaucoup plus équilibré. Malgré une différence de nombre de votants bien plus haute que la différence de pourcentage. Je m'explique, en fait, tous ceux qui ont voté non, même s'ils sont bien moins nombreux, et bien en fait c'est toutes les whales. Donc leur vote comptait plus parce qu'ils avaient beaucoup plus de jetons, etc. Ça pose un peu un souci dans la décentralisation. Et on va voir on va voir le même cas sur Bitcoin juste après. Et en fait, eux, parce qu'ils se gavaient sur l'inflation, parce que plus t'as de tokens stakés, plus t'en gagnes, etc. Donc les whales qui ont beaucoup d'argent gagnaient beaucoup de récompenses tous les mois. Ils ne voulaient pas réduire ça. Donc moi je pense que c'était une bonne chose que ça a été réduit. Après je suis pas dev, etc. Je connais pas les impacts fondamentaux sur le nombre de tokens qui aura de moins en moins en circulation. Mais voilà, comme on va dire, en tant qu'investisseur lambda, je suis plutôt content de ça. Ensuite, on a l'OFAC, je sais pas comment on prononce, qui a censuré Bitcoin. Et on a une question sur la fin de la décentralisation de Bitcoin. Pourquoi? Donc l'OFAC, on va dire que nous on se prononce comme ça, c'est une entité du gouvernement américain qui a ciblé quelques adresses Bitcoin pour blanchiment d'argent, financement de terrorisme, etc., etc. Et en fait, on se rend compte, grâce à un outil d'un développeur Bitcoin qui s'appelle ça, que ces adresses qui étaient visées par l'OFAC avaient été censurées dans leurs transactions Bitcoin. Donc c'est bien, entre guillemets, parce que c'est des gens, on va dire, des mauvais acteurs, mais c'est mauvais, parce qu'ils ont été censurés sur Bitcoin, on va dire, directement sur la blockchain, quoi, sur leur transaction. C'est pas comme si on censurait une adresse de Binance. Si le gouvernement censure un mec qui fait du blanchiment d'argent sur Binance, son compte Binance saute, bon, c'est normal. Si Binance est une entreprise, etc., elle collabore, pas de souci. Là, en fait, c'était un mauvais acteur qui a voulu faire passer une transaction sur la blockchain Bitcoin et qui a directement été. Cette transaction, elle a été enlevée du bloc. Donc, on va dire, vous comprenez, on monte d'un step dans la régulation et dans la supply chain de l'utilisation du Bitcoin, on va dire. Et en fait, donc voilà, c'est ces poules de minage. Donc c'est des poules énormes. Foundry, c'est les plus grands mineurs de Bitcoin. Et aussi, anecdotique, mais voilà, ils ont miné du Bitensor depuis, il me semble, une petite année. Ils étaient là à l'époque. Et on va dire, ils back, ils soutiennent Tao Bitensor. Et donc ces 3 poules de minage-là ont été vues avoir modifié des blocs, des transactions, et avoir choisi, on va dire, quelles transactions et quelles adresses ils allaient valider ou pas. Et donc les adresses qui ont été impactées, c'est des adresses qui ont été
menacé par l'OFAC. Donc ça remet en cause la décentralisation et la résistance à la censure de Bitcoin. Euh, et même si en fait ça va, parce que donc on a Foundry qui voilà, donc là c'est le camembert de toutes les poules de minage de Bitcoin. Donc on voit que Foundry c'est le plus gros, etc. etc. Et on a F2Pool, F2Pool, je sais pas comment on prononce encore une fois, qui ne mine que 11% des blocs de Bitcoin. Donc même si eux ont choisi d'accepter ou pas certaines transactions, à 90% des cas, la transaction elle va passer. Mais suite à ça, le cofondateur de cette pool de minage a dit que les filtres allaient être enlevés. Pourquoi? Parce qu'une pool de minage, c'est des gens qui vont se brancher et qui vont donner leur force de calcul à cette pool. Et si, par exemple, moi je donne des cartes graphiques, etc., à cette pool et que je n'aime pas comment cette pool est dirigée, je vais tout simplement changer de pool de minage, etc. Donc ça reste quand même assez community driven. Euh, on va dire c'est plus un appel de phare par rapport au risque que ça présente plutôt qu'une annonce très très grave. Donc on va tout de suite passer, je suis à 10 minutes sur les news, c'est encore un peu long je trouve, mais bon, tant pis. On va passer directement sur les graphiques. On va regarder sur le Bitcoin. Donc on a vu sur CryptoBubble que tout était plutôt dans le rouge. Bitcoin on se situe où? On est sur une grosse résistance et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus en fait. On avait des volumes qui étaient trop faibles et on voit qu'il n'y a aucune clôture de bougie, bon à part celle-là, la toute petite, hein, qui ne compte pas on va dire au-dessus de ces supports. Et donc là on est en train de se faire rejeter sur cette résistance et c'est très probable qu'on revienne, hop là, se faire ranger en bas. Et encore une fois, je pense que ce serait sain. Tant qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus du seuil des 30 000 $, 30 000, 32 000 $, je pense que c'est sain pour que le Bitcoin puisse digérer de toutes les énormes hausses qu'il a eues. ETH pareil, comme le Bitcoin encore une fois, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 2000 $ de manière saine, qu'on va venir re-range, etc. Est-ce que on peut lier ça à la macroéconomie? Oui, on va dire aux news. Je pense que tout simplement le marché attend l'adoption des ETF Bitcoin. C'est la prochaine milestone. C'est d'abord le ETF Bitcoin Spot, et ensuite on aura le halving, et ensuite on pourra partir pleinement à la hausse. Et je pense que si on a une bonne news des ETF, le Bitcoin ira rapidement autour des 45-48 000 $. C'est là où les grosses prochaines résistances sont. Et je pense qu'aujourd'hui le marché est en standing by par rapport à ces nouvelles-là. Voilà, parce que pour le cours monte, il faut des nouveaux entrants. Et les nouveaux entrants, ils vont se faire lorsqu'il y aura de bonnes nouvelles. On a maintenant, on peut parler du Tao. On a quelque chose qui fait assez peur. On a un M, hein, c'est un double top. Exactement au même niveau, au pixel près. Donc ici, on avait des ordres de vente très puissants. Soit une whale qui a voulu vendre ici et ici pour faire rechuter le prix. Mais graphiquement, ça s'appelle un double top et c'est une pattern qui est baissière. Donc maintenant, on va baisser jusqu'où? On peut dire, lorsqu'on voit ici un daily comme ça, qu'une de nos gros supports, un de nos gros supports, ça va être la zone des 130 $. Et oui, je le pense aussi, même si je pense que ça va être compliqué de redescendre jusqu'à ce prix-là. Et je pense que c'est plus raisonnable de descendre, d'attendre un prix d'entrée aux 220 $. C'est plus qu'un, on va dire, il n'y a plus qu'un moins 15, moins 10, moins 15%, je pense. Hop là. Ouais, moins 15% pile. Je pense que c'est plus raisonnable parce que pour aller aux 130 $, 140 $, ça me semble bien compliqué. Simplement parce que maintenant Tao il est sur les radars d'absolument tout le monde. Alors qu'avant non. Parce qu'on peut comparer ça à son listing sur Mexer, où Mexer il se tradait en OTC, etc. C'est monté à 120 $ et ensuite c'est baissé à 30 $. Et avant c'était très peu capitalisé, c'était pas connu. Maintenant c'est sur Twitter tout le monde connaît Tao. Il y a des gens qui veulent rentrer sur le projet, qui mettaient un standing by et qui vont attendre la moindre correction pour rentrer. Donc je pense que si le prix doit être à 120 $, ça me semble compliqué parce que même moi, même beaucoup ceux qui sont pas rentrés sur le projet, etc., ils vont rentrer tout simplement bien avant. Sur les 200, 150, 220. Pour descendre aussi bas, ça me semble compliqué. Un indicateur intéressant que je voulais vous partager, c'est le stochastique RSI. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, RSI, je pense que tout le monde connaît, c'est un des meilleurs indicateurs. Il est simple, il s'applique à des grands time frames. Il dit simplement lorsqu'un actif est en surachat ou en survente. Et un weekly, c'est diablement efficace. Si vous allez sur le Bitcoin et vous regardez tout simplement si vous vendiez lorsque le RSI du Bitcoin en weekly est au-dessus de 70 et si vous achetez lorsqu'il touche 30, vous seriez un investisseur largement en profit. Bon. Maintenant, en plus petit time frame, il perd un peu de
Le RSI classique perd un peu de sa beauté parce qu'il est un petit peu moins efficace. Là on voit, hein, si je vendais ici à 70, et bah tout simplement je vends ici au milieu de cette bougie et je rate, on va voir combien. Au prix actuel, voilà, j'aurais raté un x4. Donc pas top. En daily, c'est pas top parce qu'en fait là on est en période d'euphorie. C'est ça qui nous dit le RSI, hein, lorsqu'il est à 70, on est en surachat. Ok, mais il a pas pris en compte le fait que ce soit dans l'IA, que le fait que ce soit peu capitalisé, qu'il y ait une hype sur Twitter, etc. Donc c'est pour ça que moi, de toute façon, Tao, je revends aucun de mes tokens, jamais. Je sais ce que je hold et je vais le hold pendant bien longtemps. Maintenant, on a un deuxième indicateur qui s'approche du RSI, qui s'appelle le stochastic RSI, qui est beaucoup plus volatile. Vous voyez qu'il fait des boucles beaucoup plus souvent et beaucoup plus puissantes et de manière beaucoup plus rapide que le RSI normal. Et si vous achetiez à chaque fois, en fait, et lui, pareil, il oscille de 0 à 100 points, mais lui, contrairement au RSI normal, il va très souvent toucher les 100 points. Ici, regardez, on a 100 points et les 0 points. Donc, ça, sur court terme, ça peut être un peu plus efficace. Pas pour les points de vente, parce que moi, mon objectif en tant qu'investisseur de Tao, ce n'est pas de vendre des Tao, mais un point d'entrée. Je peux vouloir recharger des Tao, etc. Et si je recharge, je vais attendre que mon stochastique RSI soit au plus bas. Oui, ici, c'était un signal de recharge, hop, juste avant un énorme pump. Pareil pour ici, on était juste avant le dip, on a eu le pump juste après, donc c'est diablement efficace. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je veux dire? Bah après, pour tous les actifs, c'est fort, hein. C'est un indicateur qui est très puissant, je trouve. Voilà, là, on est sur une zone intéressante. Je voulais que je vous dise, voilà. À étudier, c'est pas mal. Pour vos points d'achat, je trouve ça très intéressant. Et on est déjà à 16 minutes. Je voulais passer quoi? Rio qui commence à chuter, c'est très intéressant, tant mieux. Euh, j'avais pas mal de patterns. Ah oui, et j'avais dit je vais les vendre. On est en train de se faire rejeter sur une grosse résistance. Je voulais déjà m'en séparer. Et je voulais attendre qu'on break cette résistance à la hausse. Mais on est en train de se faire rejeter, donc je vais les vendre simplement. Une bonne partie de mon bag. On a Atom, on peut regarder les graphiques d'Atom, qui s'apprécie fortement, évidemment, suite à la bonne nouvelle. On avait dans la charte un gros biseau descendant. Comme en weekly, hop là, on a un gros biseau descendant qui est une charte, une pattern haussière. On la break à la hausse, on est venu faire un pullback sur ce support. Et l'objectif, c'est cette hauteur au moment où on a breakout. Donc, si on veut dire, c'est au-dessus des moyennes mobiles. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était sur Veracity, qui est aussi une de mes pépites. Et donc voilà, on avait un biseau descendant. Donc là, on a un weekly, hein, ça dure depuis très longtemps, depuis février. Et lorsqu'on a breakout, on a simplement fait un x2. Et c'était téléphoné, c'était vu et revu, et nous, on s'est bien positionné dessus. Voilà, voilà, je pense que je vais arrêter pour maintenant, pour cette vidéo d'analyse, d'actu, etc. Enfin, l'objectif, c'est de rester, on va dire, en dessous des 20 minutes, pour que en 20 minutes par jour, vous puissiez être à jour sur tout le marché, sur toutes les news les plus importantes. Et je viens de voir qu'il me reste une page. Encore une fois, c'est une news liée à Tao. C'est 10 000 Tao qui ont été retirés depuis Gate.io. Donc on parle de 3 millions de dollars. C'est énormissime. Je pense que c'est des exchanges. C'est un exchange qui commence à accumuler fortement du Tao. Pourquoi? Parce que pour acheter 10 000 Tao, tu ne peux pas le faire en un jour. Il n'y a pas cette liquidité. Donc c'est simplement quelqu'un qui a accumulé une position de 3 millions de dollars depuis pas mal de temps. Et je pense qu'en particulier, dès que tu achètes du Tao, tu vas pas le laisser dormir sur un exchange, mais tu vas le faire, tu vas le staker tout simplement. Donc tu vas acheter, on va dire, 100 000 dollars par 100 000 dollars et tu vas le staker parce que tu as 20% par an, c'est énorme. Alors que si tu as un exchange, tu sais que tous les Tao que tu vas acheter ne seront pas stakés, tout simplement parce que c'est pour fournir la liquidité sur ton propre exchange. Donc ça te dérangerait pas de le laisser sur Gate.io et de les retirer à la fin de l'accumulation. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour Tao, c'est pour ça que je les vends pas. Je pense qu'il y aura un listing où on est top 40 sans grand listing. Je pense qu'il y en aura un dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et je n'ai pas envie de rater le price impact d'une news aussi grosse que celle-là. Donc maintenant, pour revenir, l'objectif, c'est en une vingtaine de minutes, que vous soyez à jour sur toutes les news importantes, sur les mouvements du marché. Voilà, si vous avez un travail, etc., vous n'avez pas le temps de passer quelques heures par jour là-dessus. Donc c'est mon job de transférer tout ça en ayant condensé un petit peu toutes ces news. Bon, ceci étant dit, je vous dis, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Passez une excellente journée et bon début de semaine à tous. Ciao.